Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staner. À un an des Jeux Olympiques et à quelques jours de la Coupe du Monde de rugby dont on parlait juste avant la pause, les prix s'envolent sur les plateformes de location de courte durée. À Paris, Toulouse, Saint-Étienne, Nantes, Marseille ou Bordeaux, les propriétaires se frottent les mains, les hôteliers se plaignent du manque à gagner et certains habitants se désolent de ne plus trouver d'appartement pour se loger eux-mêmes. Pour en parler, j'accueille Xavier Demezois, avocat spécialisé en droit de l'immobilier. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Plassard, député Horizon de Charente-Maritime. Bonjour. Bonjour. Xavier Demezois, vous êtes d'une certaine façon le premier adversaire de la ville de Paris puisque vous conseillez des propriétaires qui mettent leur logement en location meublée de courte durée et qui se voient réclamer des amendes quand ils sortent du cadre réglementaire. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et à Paris, les amendes infligées aux propriétaires pour infraction au règlement municipal ont rapporté 6,5 millions d'euros depuis 2021. Alors, rappelons peut-être pour commencer les limites et les règles qui s'imposent aujourd'hui aux particuliers qui mettent leur appartement ou leur maison en location meublée courte durée. Alors, les règles sont extrêmement simples. Si vous habitez dans une grande ville de type Paris, Lyon, ou Marseille ou Bordeaux, une ville de plus de 200 000 habitants, s'il s'agit de votre résidence principale, vous êtes cantonné à mettre votre appartement en courte durée à hauteur maximum de 120 jours par an. S'il s'agit en revanche de votre résidence secondaire, là, vous n'avez pas le droit de la mettre en courte durée, sauf à avoir fait tout un système très complexe de compensation commerciale. Et si jamais vous, malgré tout, vous décidez de le mettre en location Airbnb, votre résidence secondaire, vous vous exposez à des poursuites des communes et notamment à des amendes qui peuvent atteindre les 50 000 euros. C'est le chiffre dont vous parliez il y a quelques instants de la somme qu'a pu récolter la ville de Paris à l'issue de ce contentieux qui recouvrait, je crois, plus de 600 personnes. Et pour ceux qui dépasseraient les 120 jours pour leur résidence principale, quelle est la sanction encourue ? Alors, la sanction encourue, si on dépasse la résidence principale, par exemple à Paris, si vous dépassez les 120 jours, vous vous exposez à des poursuites assez systématiques de la ville de Paris et vous risquez une amende qui peut atteindre 10 000 euros par année de dépassement, sachant que la ville de Paris peut remonter à 4 ou 5 ans facilement. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir qu'il y a des exceptions légales pour dépasser les 120 jours, notamment le motif professionnel, à prendre évidemment avec beaucoup de pincettes, puisque la reconnaissance par les tribunaux de ce motif professionnel est relativement restreint, même si mon cabinet a pu l'obtenir en justice et le faire reconnaître en justice. Pour que nos auditeurs comprennent bien, le motif professionnel, oui. C'est quoi exactement ? Oui, je donne un exemple. Par exemple, que j'ai obtenu en justice, c'était une cliente qui habitait à Paris. Elle avait mis son appartement en courte durée. Elle était sur le point de dépasser les 120 jours et elle a décidé de déplafonner les 120 jours pour motif professionnel, puisque elle travaillait dans une clinique à Saint-Malo, une clinique de bien-être, une thalassothérapie, et la thalassothérapie l'hébergeait à La Rochelle. Et donc, on a pu démontrer au juge, alors qu'elle était poursuivie par la ville de Paris, on a pu démontrer au juge que, effectivement, ces dépassements de 120 jours, elle avait fait, je crois, 200 nuits. Le juge a reconnu qu'il s'agissait bien d'un motif professionnel pour déplafonner les 120 jours, et donc elle a été exemptée d'amende. Et ça a été confirmé par la Cour d'appel de Paris. Mais c'est une décision à prendre avec beaucoup de mesures, puisque je ne voudrais pas que vos auditeurs se disent « bah tiens, j'ai un motif professionnel, je déplafonne ». Il faut toujours veiller en amont de tout déplafonnement à se faire assister par un conseil juridique pour que votre conseil juridique puisse vous dire si ce motif professionnel est oui ou non recevable, puisqu'il y a eu de très nombreux cas où le juge a estimé que ce n'était pas recevable. Il y a quelques autres exceptions. Oui, tout à fait. Alors, il y en a une deuxième que j'ai pu obtenir également, qui était la raison médicale, qu'évidemment je ne souhaite à personne d'utiliser. En l'occurrence, c'était une dame qui avait veillé son mari qui était mourant, qui habitait un autre appartement, et du coup elle a déplafonné ses 120 jours et le tribunal a reconnu le motif médical. C'est extrêmement rare. Là encore, c'est pas un motif que je conseillerais aux gens d'utiliser. Et enfin, un troisième motif qui existe, qui à ce jour n'a jamais été reconnu par la justice, c'est le cas de force majeure. Il n'y a pas eu de définition juridique encore à ce stade de ce qu'est la force majeure. On pourrait envisager par exemple qu'une personne qui serait bloquée sur le conflit ukrainien ou qui serait victime d'un tsunami en Asie déciderait de laisser son appartement sur Airbnb en résidence principale. Là encore, c'est pas un cas qu'on souhaiterait aux gens d'utiliser. Et encore une fois, je crois qu'il faut rester prudent sur le maniement des exceptions.
Christophe Plassard, avec vos collègues écologistes Julien Bayou et républicains Inaki Echaniz, vous aviez déposé au printemps une proposition de loi qui visait à mieux réglementer les locations de meublés touristiques de courte durée. Vous vouliez notamment qu'on passe de 120 jours, la règle dont on parlait à l'instant avec Xavier Demezois, qu'on passe de 120 à 90 jours maximum par an. C'est bien ça? Alors oui, c'était pas tout à fait une proposition de loi. Il y a une proposition de loi qui a été déposée par des députés, et nous parallèlement, et je dirais concomitamment, mais sans qu'il y ait de lien entre les deux, on avait fait une tribune avec 3 autres parlementaires, un sénateur LR, Max Brisson, et le député que vous citiez, il est au PS en fait, et également le 4e était donc effectivement Julien Bayoul. L'idée n'était pas forcément que ces propositions, mais il y en avait 7. Et parmi celles-ci, il y avait la restriction au nombre de jours, sachant que nous, ce qui anime notre démarche, c'est de dire on représente, moi, la Charente-Maritime, 2 parlementaires, les Pyrénées-Atlantiques et Julien Bayou, Paris. On est sur des territoires où il y a des tensions sur le logement longue durée. Et donc, ce qui est le focus de notre action, c'est surtout d'aller regarder ce qui, dans les pratiques aujourd'hui, ou dans les excès ou dans la réglementation actuelle, fait qu'un certain nombre de logements échappent à la location longue durée au profit de la location courte durée, et que ça nécessite un certain nombre de réglementations, à notre avis, à mettre à jour, parmi lesquelles il y avait effectivement le fait de réduire à 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce qu'on estimait qu'une période estivale ou une période de vacances de 3 mois peut correspondre au moment où il y a un pic de besoin pour les touristes, que c'est également ce que pratique Londres, et il n'y a pas de raison que ce que fait Londres ne soit pas éventuellement transposable chez nous, et ça permettait quand même de conserver ce qui est l'objectif initial des locations par plateforme, des locations de courte durée, qui était d'éventuellement d'arrondir les fins de mois d'un propriétaire, de se faire un peu d'argent pour payer ses charges, etc. Et donc de ne pas casser cette dynamique-là qui est tout à fait respectable et sur laquelle on ne peut pas revenir. Donc effectivement, sur le facteur du temps, on pensait que les 90 jours pouvaient être mieux que les 120 jours pour essayer de redonner ou d'éviter d'aspirer le parc locatif à l'année qui part aujourd'hui. Alors il y a d'autres causes, hein. Il y a la cause fiscale, la niche fiscale qui concerne ces appartements, ces habitations. Il y a également les problématiques de diagnostic immobilier qui ne sont pas applicables, par exemple, à la location courte durée, ce qui fait qu'aujourd'hui, les logements qui vont sortir ou qui sortent de la location longue durée parce qu'ils ne remplissent plus les contraintes d'isolation se retrouvent ou peuvent se retrouver sur la location courte durée. Donc on a une espèce d'aspiration de ces biens, et au lieu de les rénover, un propriétaire peut avoir intérêt à le louer en courte durée plutôt que de le rénover. Donc c'est vraiment tout un panel, je dirais, de remarques qui doivent se retrouver, ou qu'on aimerait voir se retrouver dans la loi, qui permettrait de surtout lutter contre, non pas la location courte durée par le propriétaire dans son résidence principale, mais vraiment, je dirais, l'industrialisation. Lorsqu'on voit des immeubles entiers qui ont été achetés avec ces objectifs-là, on est clairement, je dirais, presque dans la concurrence déloyale vis-à-vis de l'industrie de l'hôtellerie. Quand vous avez un immeuble avec une vingtaine d'appartements qui est géré de cette façon-là, ça n'a rien à voir avec les contraintes qui sont celles d'un hôtel de 20 chambres, qui doit avoir des contraintes, je dirais, de protection, d'accessibilité, de surveillance, de veilleurs de nuit. Et là, on n'est plus dans la location courte durée pour arrondir ses fins de mois. On est vraiment dans une industrie de la location courte durée avec des multi-investisseurs, et c'est vraiment ce sujet-là que l'on veut traiter plus particulièrement. Et cette idée de passer de 120 à 90 jours, vous voudriez que ça s'applique partout? On parlait tout à l'heure des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, mais dans votre esprit, Paris, Biarritz ou La Rochelle, même combat? Souvent, et dans les échanges que j'ai pu avoir avec les locations, on me dit que la régulation fonctionne assez bien dans les grandes villes, mais c'est vrai que les zones tendues, et notamment un décret va sortir normalement très prochainement sur les zones tendues, d'environ un peu plus de 3000 communes, là où on était à 1000 avant. Il y a aussi des choses qui peuvent être circonscrites à ces zones tendues qui ont un vrai problème de logement, je pense aux zones littorales notamment, aux zones touristiques, à l'exclusion par exemple des gîtes ruraux qui n'ont pas vocation à rentrer dans ce périmètre-là, ou par exemple de la location saisonnière au ski, où on ne peut pas appliquer les mêmes contraintes sur ce type de logement. Xavier Demezois, ces mesures proposées par Christophe Plassard, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, je suis assez sceptique sur une mesure qui est d'ailleurs, ça a été reconnu par votre auditeur. Il y a une mesure qui me semble un petit peu curieuse, c'est que on veut rabaisser de 120 jours à 90 jours la résidence principale en courte durée. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de votre résidence principale, par définition, c'est là où vous habitez. Donc vous allez concevoir que là où vous habitez, vous n'allez pas le mettre en location à un étudiant, par exemple, puisque c'est précisément l'endroit où vous habitez. Donc que vous fassiez 120 jours, 90 jours ou 200 jours, ça ne menace pas le parc locatif des étudiants ou je ne sais qui, puisque par définition, je le répète, il s'agit de la résidence principale qui ne peut être louée à un étudiant puisqu'elle est le siège de l'endroit où habite la famille. Donc au contraire, et d'ailleurs ça a été soulevé par monsieur le député, c'est une somme qui vient à l'heure d'une inflation galopante participer à ce que les gens bénéficient de revenus complémentaires, là où l'État n'est pas en capacité de les donner par les impôts ou par les aides. Donc ça permet à ces propriétaires, encore une fois, dans leur logement de se faire un petit peu d'argent. Et surtout, à un an des Jeux Olympiques, j'aimerais quand même rappeler, et je pense que la mairie de Paris ne pourra répondre sur ce point, on attend 10 millions de personnes pendant les Jeux Olympiques. Ils vont dormir où les 10 millions de touristes? Il y a 300 000 chambres d'hôtel en région parisienne. Où ils vont dormir? Ils vont pas dormir dans des tentes, ils vont pas dormir au camping à Paris. La ville de Paris et la France va être très contente que les Jeux Olympiques soient réussis grâce au soutien d'Airbnb. Donc, quelque part, c'est un petit peu hypocrite de d'un côté venir dénoncer Airbnb qui vient voler les logements de tout le monde, et de l'autre, on est bien content de réussir nos Jeux Olympiques et de participer au tourisme en France grâce au Airbnb. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis parti avec ma famille, on a fait une semaine, on était avec les enfants, comme on voulait loger quelque part, on voulait pas aller au camping, ça nous intéressait pas. Quelle autre solution nous proposait? On nous proposait un hôtel avec 2 enfants en bas âge. C'était des prix qui étaient complètement affolants, qui n'étaient pas pratiques du tout. Il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait rien pour les enfants. On a pu louer une petite maison de vacances. Mais j'ai envie de vous dire, cette maison de vacances, ça fait 200 ans qu'elle est mise en location. Sauf qu'avant, on passait par les petits journaux, par le Minitel, par les petites annonces. Dans les stations balnéaires, la courte durée a toujours existé, bien avant Internet, bien avant Airbnb. Et quelque part, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et les Jeux Olympiques ne dureront pas 120 jours. Et bien évidemment que l'apport que les résidences principales mises en location apporteront au parc hôtelier ne pose aucun problème, bien au contraire. Donc les deux sont compatibles, on ne peut pas les opposer. Que simplement, lorsque vous êtes résident principal dans un appartement ou une maison, a priori, vous prenez rarement plus de 90 jours de vacances par an. Donc je ne vois pas où le plafond des 90 jours est forcément, un frein, puisqu'a priori, assez rarement, vous partez plus de 90 jours par an de votre résidence principale, là où vous habitez, là où vos enfants sont scolarisés. Donc, et puis une fois de plus, c'est pas la mesure phare, c'est pas celle. En plus de ça, il y a des contraintes fiscales, puisque les 120 jours correspondent aussi à une certaine définition de qu'est-ce que la résidence principale. Donc je ne suis pas certain, en plus de ça, que ce soit la mesure sur laquelle on arrivera le plus facilement à faire consensus. Comme vous l'évoquiez au départ, notre démarche, elle est transpartisane, et l'idée, c'est de se dire que quand vous voyez le maire de Saint-Palot, quand vous voyez le maire de Biarritz, quand vous voyez le maire de La Rochelle, quand vous voyez l'île d'Oléron, on est sur des territoires où vous avez des élus marqués politiquement, d'autres qui ne le sont pas. Il y a un vrai problème de logement. Et je pense qu'il ne faut pas concentrer la problématique de notre démarche et globalement d'une loi sur le logement qui est nécessaire, à mon avis, uniquement sur Paris et sur les grandes villes. Je veux dire, aujourd'hui, la tension sur le logement, c'est des gens qui travaillent à l'île d'Oléron, ils ne peuvent plus s'y loger. C'est aujourd'hui des populations qui migrent vers les littoraux. Je vous prends l'agglomération de Royan, vous avez 70 000 habitants, vous avez 70 000 logements. C'est-à-dire que vous avez en moyenne un logement sur 2 qui est vide. Aujourd'hui, on a une vraie problématique avec les contraintes écologiques d'artificialisation des sols, avec le fait qu'on va être obligé de densifier un petit peu les constructions et que les gens n'arrivent plus à se loger. Mais je ne vous parle pas de tourisme là. Je vous parle de gens qui n'arrivent plus à se loger à l'endroit où ils travaillent ou à une distance, raisonnable de l'endroit où ils travaillent. Or, on n'attaque pas le logement saisonnier. Je suis dans le département de Charente-Maritime, qui est le 2e département touristique de France. Nous sommes dans un des pays leaders du tourisme dans le monde. Donc l'idée n'est absolument pas d'attaquer cette dynamique-là, bien au contraire. En revanche, demandez à un hôtelier ce qu'il pense.
lorsque lui, il a des contraintes réglementaires pour louer 24 chambres et que vous avez un immeuble entier qui est loué parce que des investisseurs l'ont acheté pour faire de la location courte durée et que ces locations sont faites dans des conditions, je dirais même de sécurité. Dans un hôtel avec 24 chambres, vous avez un veilleur de nuit. Dans un immeuble où vous avez 24 logements en courte durée, vous n'avez pas de veilleur de nuit. Donc il y a aussi... Il y a pas mal d'hôtels maintenant qui mettent des boîtes à clés à l'entrée, ça arrive aussi. Ah non, vous avez une obligation d'avoir un veilleur de nuit, vous avez une obligation de présence humaine pendant la nuit. Il y a des témoignages dans ce sens. Après, il y a des gens qui ne respectent pas la réglementation. Christophe Plassard, voilà. Juste, Xavier Demezois met le doigt sur une question importante tout de même. Le revenu des particuliers qui louent leurs biens sur Airbnb, il est estimé à 3 800 € par an. C'est en inflation, c'est bon à prendre. Si on durcit la réglementation, ce sera pour eux une perte de pouvoir d'achat ? Non, parce que je pense que ces moyennes-là, il faut rentrer dans le détail des moyennes de revenus parce qu'elles sont très hétérogènes et parler d'une moyenne lorsqu'on rentre pas dans les détails ne veut pas dire grand-chose. Évidemment, quelqu'un qui va louer son bien 90 ou même 120 jours si la réglementation ne change pas ne verra pas son complément de revenu changer. Là où nous on veut travailler sur la partie plus fiscale, c'est qu'aujourd'hui vous avez des intérêts une niche fiscale qui peut aller jusqu'à 71% d'abattement fiscal sur les revenus de la location saisonnière, là où lorsque vous louez votre appartement à l'année, vous êtes à 30%. On veut simplement inverser la tendance. Il me semble à un moment donné, et il nous semble à un moment donné où le logement à l'année devient rare, et une fois de plus dans des zones, peut-être pas toutes, mais au moins dans les zones tendues, on va avoir plus de 3000 communes qui vont paraître dans le décret à venir, que dans ces zones-là, un propriétaire n'ait pas un bonus fiscal lorsqu'il loue en courte durée versus en longue durée. Il est pour nous normal d'inciter plutôt à la longue durée, ce qui ne veut pas dire du tout bloquer ce marché-là qui est nécessaire une fois de plus dans un pays orienté vers le tourisme. Christophe Plassard, député Horizon de Charente-Maritime, et Xavier Demezois, avocat spécialisé en droit de l'immobilier. On revient dans un instant pour poursuivre cet échange dans les débats de l'été sur Sud Radio. Pas de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Airbnb prévoit d'accueillir 350 000 personnes durant les Jeux Olympiques et un Parisien sur 5 envisagerait de louer son logement pendant ces JO. Les locations de meublés touristiques font débat et pas seulement à Paris. Pour en parler dans les débats de l'été, nous sommes avec Xavier Demezois, avocat spécialisé en droit de l'immobilier, et Christophe Plassard, député Horizon de Charente-Maritime, et également avec Alexandre qui nous appelle de Limoges. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue dans les débats de l'été. Alors vous êtes concerné vous-même par ce débat autour d'Airbnb puisque vous louez un appartement, c'est bien ça ? Alors je loue plusieurs appartements, moi je suis multi-investisseur, donc je loue de tout. J'ai de la longue durée, j'ai des appartements meublés traditionnels en longue durée et j'ai des appartements en courte durée aussi. Et comment vous déterminez que tel appartement est mieux en longue durée et tel autre est mieux en courte durée ? Ça va dépendre de l'emplacement, ça va dépendre de l'étage. Un appartement au rez-de-chaussée, par exemple, des gens en longue durée vont être gênés des nuisances de passage, alors que quelqu'un qui a des valises à porter, il va préférer être en rez-de-chaussée. Donc on dispatche un peu comme ça. À Limoges, vous n'êtes pas concerné par cette règle des 120 jours maximum par an Non, on n'est pas concerné pour l'instant, mais c'est inquiétant quand même parce qu'il n'y a aucune visibilité pour les investisseurs. Ça change tous les 4 matins les réglementations et c'est très pénible pour investir en fait. Donc il y a eu les DPE, après il y avait on passe professionnel, pas professionnel. C'est très très instable et très très insécure et je trouve, moi, que c'est plus l'encadrement légal, législatif qui fait qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se détournent de l'investissement, qui ne proposent plus de biens en location. Parce que moi, il y a une question que j'ai envie de poser à monsieur le député. C'est, on parle de ce phénomène-là, mais ça représente combien de logements au final? Parce que moi, je me suis renseigné sur cette question et Airbnb, la location courte durée, c'est 1% du parc. À Paris, ça monte à 3%. Mais là, on parle de problèmes de gens qui n'arrivent pas à se louer sur un épiphénomène qui prend peut-être un peu d'ampleur parce qu'on parle des JO. Mais concrètement, c'est pas la majorité des logements. Vous posez la question à Christophe Plassard, il vous répond. Christophe. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, la démarche que l'on a eue et que l'on a est de considérer que sur les sujets de logement, et notamment sur les sujets de logement longue durée, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut bouger. Et quand on regarde la location courte durée, il y a des choses, je parlais tout à l'heure de l'avantage fiscal, 71% versus 30%. Le diagnostic immobilier, effectivement,
on peut en discuter parce qu'on sait que ça va poser des problèmes et c'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir. Je pense aux bâtiments anciens qui vont être difficilement traitables, mais on ne peut pas imaginer de laisser en l'état une loi qui, lorsqu'un bien ne peut plus être loué en longue durée parce qu'il ne respecte pas les diagnostics immobiliers, part sur la courte durée. Donc il y a quand même une évaporation de biens qui est constatée et à laquelle il faut répondre. On a bien un avantage fiscal, et là c'est pas une évolution permanente de la législation, puisque cet avantage fiscal, il remonte, si je dis pas de bêtises, je crois, aux années 70, à un moment donné où on avait besoin de logements, il avait fallu favoriser ces locations. Donc le fait d'aujourd'hui se mettre à jour d'un certain nombre de sujets pour favoriser la location longue durée impacte en partie la courte durée. Mais une fois de plus, notre démarche, elle n'est pas de se battre contre la courte durée, et surtout pas dans un pays qui accueille les JO notamment, mais qui est un pays touristique. En revanche, il est quand même logique de se poser de temps en temps sur la question. Il n'y a pas eu de grande loi sur le logement depuis un moment. Il y a aussi des pratiques qu'il faut réglementer. Si monsieur est multipropriétaire et il le sait, et s'il est à Limoges, il sait qu'il y a une université. Je suis à Royan, je n'ai pas d'université. Lorsque j'ai cherché ma permanence parlementaire, je ne trouvais que des biens à louer de juin à septembre. Ce qu'on appelle des baux mobilité, qui sont normalement connectés, je dirais, à un usage spécifique, comme celui d'un étudiant ou celui d'un chantier, où on accepte de déroger à la loi générale pour louer sur des périodes plus courtes, 9 mois par exemple, parce qu'un étudiant va être présent 9 mois dans une ville. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal dans des villes comme Royan ou même sur la Charente-Maritime en général, où on a du mal à trouver du logement à l'année, que ces baux mobilité soient présents partout, alors qu'il n'y a pas de fac à Royan et que donc il n'y a pas d'étudiants à Royan? Qu'on m'explique pourquoi aujourd'hui tous les logements sont loués comme ça. Pourquoi aujourd'hui le congé pour vente, qui est un droit mais absolu, je veux dire, un propriétaire qui souhaite donner congé à son locataire pour vendre son bien parce qu'il veut en disposer, qu'il a besoin de le vendre, pourquoi cette pratique n'est pas contrôlée et qu'on trouve un certain nombre, et je ne dis pas que c'est la majorité, mais qu'on trouve un certain nombre de biens où le locataire reçoit un congé pour vente pour récupérer le bien, alors que le bien, quand on regarde quelques semaines après, il se retrouve sur une plateforme en location. Xavier Demezois, qu'est-ce que vous répondez à Alexandre qui met d'abord en avant cette insécurité juridique quelque part? Voilà, et j'ai voté, juste pour compléter, avant la sécurité juridique, Monsieur Plassard, on donne la parole à Xavier Demezois. Il nous reste j'ai voté la loi contre le squat, donc au contraire, je pense qu'il faut aussi défendre les propriétaires. Oui, Xavier Demezois. Je rejoins monsieur le député sur ce point. Personne ne se pose la question pourquoi est-ce que l'essor de la courte durée a explosé en France. C'est pas pour les JO, ça existe depuis 2016 l'explosion. C'est parce que moi je le vois à mon cabinet, j'ai défendu 600, 700 personnes. C'est toujours la même histoire qui revient. Les gens font pas ça spécialement pour l'argent. Les gens ils font ça parce qu'ils sont déçus de la location de longue durée. Ils sont déçus du manque d'accompagnement juridique et de la justice. Quand vous avez un locataire qui ne paye plus son loyer, qu'il vous faut 2 ou 3 ans pour obtenir une expulsion, que vous ne revoyez jamais la couleur de votre argent, que vous retrouvez votre appartement dans un état pas possible de dégradation, et que Airbnb vient vous voir en vous disant écoutez monsieur, vous allez gagner plus d'argent, vous n'aurez plus de problème de désordre, vous n'aurez plus de problème de squat, de gens qui ne partent pas ou d'impayés. Les gens, ils ont eu une réaction de bons pères de famille, ils se sont dit mais c'est formidable ce système. En plus, je pourrais récupérer mon bien quand je le veux, j'aurais pas à respecter des congés pas possibles 6 mois avant pour vendre, pour je ne sais quoi. Il faut aussi écouter les propriétaires, et je suis sûr que votre auditeur de Limoges fait partie de ces gens-là. Il va vous expliquer après moi que la courte durée apporte beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, et ce n'est pas que financier. C'est aussi pour monsieur de Limoges d'avoir un appartement qui reste en bon état, qui n'est pas saccagé, qui n'est pas détérioré avec des mauvais locataires. On arrive à la fin de ce débat. Xavier Demezois, est-il juste de dire qu'on est beaucoup moins taxé sur les loyers Airbnb que sur les revenus d'une location dite normale ? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je considère que la location de courte durée a son propre dispositif fiscal encourageant, et s'il a été mis en place, c'est pour les raisons qui appartiennent à ce dispositif, et je considère que l'État avait aussi un intérêt à développer le secteur touristique. Et je dirais pour terminer qu'Airbnb a reversé en 2022 148 millions d'euros de taxes de séjour aux villes de l'Hexagone. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange dans les débats de l'été. Dans un instant après les infos de 13h, je serai avec Mario Baravecchia. Il était finaliste de la Starac en 2001. Il se raconte aujourd'hui dans un livre intitulé « Mon père, ma bataille ». À tout de suite.